Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, une critique de la série Earthrise, la trilogie Warfare Part 1, disponible sur Netflix. Ça va être un avis sans spoiler et avec spoiler. Fait qu'on va tout de suite commencer par mon avis sans spoiler. Bon, j'ai autant aimé ça que Siege. Ok, vraiment, il y en a qui préfèrent Earthrise que Siege. Moi, je préfère aucune. J'adore les deux. J'adore les deux, vraiment. Et si Siege était beaucoup moins, mettons, Space Opera, pour ceux qui ne savent pas ce que du Space Opera, ça se passe sur plusieurs planètes, tout ça. Le genre de science-fiction qui est plus ou moins exploité dans Transformers, parce qu'il y a souvent deux planètes, la Terre et Cybertron. Ici, on exploite beaucoup plus le space opéra, beaucoup plus de voyages dans l'espace avec, mettons, des trucs un peu plus extraterrestres, on dit ça de même, sans trop spoiler. Alors, justement, aussi, pour continuer dans le sens spoiler, une chose qui m'a vraiment agacé, c'est vraiment trop de revirements de situation. C'est juste beaucoup trop. Il y en a une dizaine sur 6 épisodes de 20 minutes. C'est quasiment juste ça, des Exodus Machina aussi, des fois. Fait que, tu sais, c'était vraiment saoulant comparé à la série Siege, qui en avait beaucoup moins, ou même peut-être très peu ou pas du tout. Là. Sérieusement, j'ai pas trop de grands souvenirs de la série Siege, mais sérieux, c'était beaucoup trop gossant. C'était vraiment un énorme défaut qui a été rajouté. J'espère que ça sera pas de même pour Kingdom. Justement, pour continuer dans le sens spoil, quelques jokes sans plus. Sérieusement, les jokes, il y en a deux, trois, c'est juste parfait. C'est juste parfait. Aujourd'hui, les œuvres, ils ont rempli avec plein d'humour. Honnêtement, Transformers, surtout les films de Transformers de Michael Bay, il y a beaucoup d'humour, là, même si des fois c'est juste pas drôle. Ici, c'est juste deux, trois jokes, c'est juste parfait. Justement, il y a même des Fox Siege. Ok, là, je vais tout de suite. C'est pas vraiment une section spoiler, mais tu sais, il y a la fameuse scène dans chacune des séries ou films qu'Optimus dit aux autres Autobots Transform and Roll Out. Et on voit les Autobots se transformer et rouler. Et ici, on voit 7 Autobots, dont juste 3 qui roulent et 4 qui marchent et courent. Dont 2 qui sont derrière Optimus Prime, là, genre dans où est-ce que c'est les jambes, là, on va dire la partie bleue, qui était bien entendu RC et Bumblebee. Bon, c'est pas trop spoiler, là. Mais ça, c'était vraiment ridicule. Mais ridicule, là, c'était une des scènes les plus ridicules. Ils comprennent pas le concept, ok, vraiment, là. Je sais que c'est un budget limité, mais mon dieu que c'est cheap, sérieux, là. C'est vraiment, là. C'est sûrement une des pires séquences. C'est le genre de séquence à voir dans une parodie, là, sérieusement, là. Sinon, bien entendu, il y a l'arrivée de quelques personnages. Ce qui veut dire que des personnages secondaires, ben on les exploite pas. Ou on exploite très peu, pas trop exploité. C'est un peu dommage. C'est vraiment un peu dommage. Je vais revenir plus dans la section spoiler pour les personnages. Une chose que j'ai vraiment trouvé ça ridicule aussi, c'est les bruits sonores. Quand Optimus frappe un autre robot, ça fait des bruits de shotgun qui tirent. Sérieusement, genre des bruits de shotgun de jeux vidéo un peu cheap là, sur mobile. Non, non, c'est juste drôle. C'est juste drôle là. Sinon, je vais essayer de pas trop aller dans un point négatif, mais on ressent de plus en plus que c'est une série avec justement les cliffhangers à la fin. C'est pas fait comme un film. Là. Il y a vraiment. C'est 6 épisodes de 20 minutes, puis il y a beaucoup d'épisodes indépendants, on va dire ça de même. Comme le premier, je spoil pas trop, mais ça se passe uniquement sur Cybertron. Disons, une chose que j'ai beaucoup mieux aimé, c'est que les scènes d'action sont beaucoup plus rythmées, il y en a un peu plus, surtout avec un grand gaillard. Une chose que j'ai adoré aussi, flashback avant-guerre. Puis on ne sait pas encore c'est la guerre contre qui. Il y a des indices qui montrent que c'est peut-être la guerre contre on dit leur créateur, mais il n'y a rien qui officialise ça. Là, tu sais, fait que, ça, j'espère qu'il va être un peu plus exploité, mettons, dans Kingdom. Mais disons que Kingdom, je pense pas qu'il va exploiter le côté ce qu'on a eu dans Siege et Earthrise. Et bien entendu aussi l'exploitation entre la relation entre Optimus Prime et Megatron. Et on a quand même une bonne fin. Fait que c'est à peu près ça pour on va dire la section non spoiler, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à parler avec le spoil. Je vais finir par la VF. Je suis pas le genre de personne, si vous avez écouté ma critique sur Siege, je suis pas quelqu'un qui déteste les VF de France, d'Europe, tout ça. Je respecte ça. C'est sûr que je préfère des VF du Québec qui en a pas. Pour ceux qui se demandent, mettons Netflix, Amazon Prime, on n'a aucune traduction québécoise.
Fait que c'est juste toujours d'Europe. Et la VF est quand même assez bonne, mais attendu, il y a encore les mêmes problèmes avec le Bumblebee au lieu de Bumblebee, là, fait par Optimus. J'ai reconnu l'acteur qui faisait la voix de Megatron. J'écoute une série en ce moment de Walking Dead, admettons, World Beyond, qui est une série de zombies, là, la troisième, plutôt le deuxième spin-off de Walking Dead. Et j'ai reconnu tout de suite la voix, admettons, de Megatron. C'est un jeune qui fait ça, là. Ben, c'est un jeune. C'est pas quelqu'un de 60 ans qui fait la voix de Megatron. Elle est vraiment très belle. Et surtout, une voix que j'aime beaucoup, en France, que je peux pas reconnaître l'acteur, je le connais pas, c'est la voix de Double Dealer, qui est quand même très belle, qui fait très bien pour le personnage aussi. Fait que ça c'est drôle. Double Dealer, là, c'est c'est un Han Solo. C'est un Han Solo, sérieux, là, sans trop exploiter. Et bien entendu, la fin. La fin est excellente. Off tout de suite, mettons, on veut tout de suite voir la suite. Il y a beaucoup de clins d'œil là-dedans, que ce soit à du Beast Wars ou le jeu Fall of Cybertron. Et c'est ce qui conclut la section non-spoiler. Mais anyway, je vais revenir d'ici quelques semaines dans un podcast pour parler de tout ça. Et justement, la section spoiler, il y a quelque chose qu'il faut que je parle qui me fait rire énormément. J'ai écrit Megatron, chef d'entreprise. Dans le premier épisode qui se passe entièrement sur Cybertron, on a le point de vue bien entendu d'Elite qui continue, mettons, sa petite guérilla contre les Decepticons. Et t'as Megatron que lui, il a un projet qui s'appelle Nemesis et il est un peu en une sorte de dépression. Il parle à Ultra Magnus, mais pas Ultra Magnus de même, comme si. Comment je pourrais dire ça? La tête d'Ultra Magnus, on va dire ça de même. Là. Il a pris la tête, puis il l'a mis sur son bureau, puis il parle avec. Ouais, c'est un peu fou. C'est un peu fou, mais en même temps, pourquoi pas aller dans ce délire-là? Tu sais, Megatron, c'est pas quelqu'un de bien, ben, surtout dans cette série-là. Là, même si c'est pas trop manichéen, ça reste autant génial que Siege. On aime. Moi, sérieux, ce Megatron-là, je l'adore. Vraiment, il y en a qui le trouvent ridicule. C'est sûr que il n'arrête pas de dire je vais tuer Optimus Prime, puis quand il est devant, ben il attend, il fait juste discuter avec. En même temps, il peut pas se tuer tout de suite, là, au bout du troisième épisode, là, il peut pas vraiment faire ça. Alors, comme je disais, Megatron est un chef d'entreprise, dans le sens, bien entendu, il contrôle des secteurs un peu partout sur Cybertron. Et t'as Shockwave qui dit pour avoir plus d'énergon, faut fermer des secteurs. Fait que là, t'as Megatron qui s'en va au secteur 12 et il rencontre des Decepticons, des soldats tout simplement, puis ils sont contents de le voir. Et justement aussi, ils checkent pour, mettons, l'usine, s'ils devraient la fermer ou pas. Là. Sérieux, c'est pas drôle, mais c'est comme, ok, c'est surprenant. Ils vont là-dedans, ils vont dans vraiment le côté chef d'entreprise. Et bien entendu, comme je disais, les Decepticons sont contents de le voir. Puis là, t'as Megatron qui dit je peux quand même prendre un peu de temps pour mes Decepticons loyaux, tout ça. Et bien entendu, à la fin, il remarque que il sort du secteur, puis il décide de le désactiver. En désactivant, bien entendu, on entend des cris de mort, comme ça. Je comprends, mettons, que l'usine, il n'y avait plus d'énergie, et mettons, les blessés aussi, mais là, on entend des cris de mort comme si le monde se faisait tuer. Donc, tu shut down, mettons, un secteur qui a l'énergon, et les Decepticons qui sont là, sont reliés avec cette décision-là, ce que je comprends plus ou moins, sérieux. Jusqu'à nous feront aucun. On va dire ça de même. On va continuer aussi justement avec Double Dealer et ses mercenaires. Ça, c'est dans le deuxième épisode, bien entendu. Double Dealer, la seule chose qu'il veut, c'est du cash. En gros, de l'énergon, là, tout simplement. L'énergène. Le vrai thème, c'est l'énergon. Fait que Double Dealer veut vraiment l'énergon. Et il y a ses mercenaires comprenant aussi, justement, ceux qu'on a pu voir. Bugbite. L'autre, je me souviens plus, c'est le rapin de Wheeljack. Avec les Coned. Les Coned avec les plus grands cônes que tu peux voir de toute la galaxie, c'est eux autres qui l'ont sur la tête. C'est quand même assez comique. Quand on a, admettons, des ailes cybertroniennes, admettons, qui sont. Maintenant, tout le monde sait que les Coned, c'est des Romold, des Seekers. Mais là, on voit vraiment que c'est. On va dire le mot de Starscream, là, et non le mot du Earthrise, le jouet Earthrise, admettons. Fait que si un jour il peut nous sortir eux autres en cybertronien, là, dans la gamme Netflix, moi c'est clair, je les achète les trois. À part de ça, j'ai pas trop fait une timeline. Fait qu'à un moment donné, on voit aussi en action contre Scorpion que je vais revenir. Pour ce qui est de l'humour, t'as Ravage qui est carrément un chien et non une panthère parce que t'as un gag où que Starscream se fait blesser puis il se fait réveiller par, mettons, la léchette qui ne montre pas vraiment la langue de Ravage, mais c'est Ravage qui est devant sa face.
Tu vois Starscream, tasse-toi de là. Là, c'est pas si drôle que ça la première fois, mais ils le font une deuxième fois, puis ça, c'est hilarant. Sérieusement, c'est vraiment un bon running gag. Justement, pour ce qui est de Starscream, il est égal à lui-même aussi. Elita et la résistance des Decepticons. Justement, Elita elle libère des soldats des Decepticons qui sont capturés par Megatron, parce que Megatron, il n'y a plus vraiment de tobo à chasser, fait que, admettons, il chasse pas son propre peuple, mais il persécute, il emprisonne ses propres Decepticons qui sont pas assez forts, qui ont besoin d'énergon. Et Elita 1 et son équipe de résistance les libèrent pour finalement, à un moment donné, se faire capturer et pour se faire encore libérer par ceux qu'elle a libérés. Fait que ça, c'est une bonne. Ça fait partie de. J'aime ça, mais ça fait partie quand même des revirements de situation qu'il y en a beaucoup trop dans la série. J'adore Chromia. Chromia qui est carrément la sniper du groupe, qui rate aucune cible, que ce soit du début jusqu'à la fin. À la fin, elle vient sauver tout le monde aussi, ça j'ai vraiment adoré. Il y a du side, ça c'est hilarant. Flower ou Skycred qui aide, admettons, pas les mercenaires, mais voyons, les prisonniers à sortir de Chaos. On le retrouve à la fin qui est en train qu'ils a capturé aussi, admettons, il se promène avec justement ceux qu'il a capturés parce qu'il y a des histoires de capturer, revirement, tout ça, c'est ça la série. Et il se fait tirer une balle dans la tête par Chromia, puis avant de mourir, il dit Hey, la dernière fois je vous ai aidé, pouf, une balle dans la tête. Une balle dans la tête, ça finissait là. J'ai trouvé ça tellement hilarant. Bien entendu, il y a l'épisode Dead Universe. Cet épisode-là, beaucoup de gens le trouvent what the fuck un peu. C'est l'épisode 5. Je pense qu'il y en a plein qui le détestent. J'ai adoré cet épisode-là. J'ai adoré ça. C'est bien entendu l'épisode qu'on retrouve, mettons, Skylinks avec Galvatron. Puis, Optimus Prime et Megatron hallucinent et Galvatron. Je vous dis Skylinks c'est pour Optimus et Galvatron pour justement Megatron. Et j'aime le fait qu'il y en a un qui représente le passé, Skylinks, parce qu'il a sa propre histoire, et Galvatron représente le futur. C'est génial. C'est génial. Et justement, Skylinks, on apprend que c'était quelqu'un qui est très, très arrogant. Ils auraient décidé de respecter le côté magnifique de Skylinks, parce que Skylinks, mettons, dans G1, c'est quelqu'un qui se trouve magnifique, il se prend, pas qu'il se prend pour un autre, mais il se prend pour une sorte de roi, mettons. Skylinks, c'est déjà son nom, c'est ça. Il était extrêmement arrogant et, bien entendu, on a sa rédemption. C'est très bien expliqué. Il se sacrifie à la fin parce qu'il dit moi, je voulais suivre Optimus, mais finalement, Megatron qui tire un laser de son vaisseau extrêmement puissant. T'as des pouvoirs qui sortent d'un peu de what the fuck. Pour de vrai, là, t'as des pouvoirs qui est comme. C'est-tu du Star Wars que j'écoute? C'est-tu Dragon Ball que j'écoute? Non, c'est du Transformer. Fait que. Ça restait quand même un bon épisode. Et justement, Galvatron, avant de disparaître, il donne le disque d'or à Megatron, qui est bien entendu un clin d'œil, justement, à Beast Wars. Et ça, j'ai adoré ça. Alors, je disais que Starscream est lui-même, bien entendu, à un moment donné, Megatron est enfoui sous terre, on va dire ça de même. Il est blessé et, on connaît Starscream, il va pas donner l'ordre de le retrouver. Il va tout de suite se donner chef, fait que ça, c'est quand même assez intéressant. Je parlais des revirements de situation. Il y a deux alliances entre des bots et des connes, des Autobots et des Decepticons, à deux moments dans la série pour finalement revirer encore méchant. Fait que j'ai pas les testé, mais en même temps, des revirements deux, trois fois, là, c'est quelque chose. Là, je me suis rendu compte que j'ai pas mal avancé dans les trucs. Disque d'or, Starscream. Astrotrain est là. Il est un petit Voyager. C'est pas un grand gaillard comme dans Siege. Fait que c'est juste un figurant, il parle pour rien. Cog! Cog est un sauveur. Cog, à la fin de l'épisode, il se fait, mettons, pas à la fin de l'épisode, mais à la fin de la série, il se fait expulser dans l'espace parce qu'il y a un trou, ils sont tirés dessus par le vaisseau des mercenaires à peu près. Et Cog se retrouve dans le vaisseau des mercenaires en train de tirer, de faire le ménage carrément. Puis là, t'es comme, je l'ai cette figurine-là, c'est le coup de le voir en action. Et il se fait buter. Et donc, quand il se fait buter, c'est un peu chiant, mais disons que quand tu joues au sauveur, il y a des fois, il y a des héros qui meurent, mais si je veux dire, c'est des héros qui meurent d'une façon un peu chienne, mais en même temps, ils ont tellement tué
des mercenaires, tellement tué du monde que, à un moment donné, ils méritent juste de mourir d'une façon un peu chienne, mettons. Bien entendu, pour continuer avec Elita contre Shockwave sur Cybertron, on continue sa croisade, tout ça, avec tous les prisonniers Decepticons. Il y a de plus en plus de Decepticons dans ses rangs, avec bien entendu Chromia, euh, Red Alert et Jetfire. Que honnêtement, Jetfire, je l'adorais dans Siege. Ici, il y a une discussion assez intéressante avec Guitar 1 au début de la série, et c'est tout. C'est un peu dommage parce qu'ils ont une excellente discussion avec Red Alert qui entendent. Là. C'est très intéressant de leur discussion de mettre des ressources pour sauver des gens que peut-être ils vont virer des Decepticons, ils vont retourner dans les Decepticons pour se battre encore contre les Autobots parce qu'ils ne sont que 4 Autobots contre une armada de Decepticons, justement. Il n'y a pas de Lazarbic. Il y a Stilja, ici, qui est juste une mini-cassette, en mini-cassette, là, qui est comme juste un name-dropping, fait qu'on le voit pas autant que ça. J'ai parlé de la tête de Manus, qui est assez creepy, on va se dire, là, pour que Megatron parle à la tête de Manus tout seul, là, dans sa salle, là, c'est à Hardcore, puis ça revient pas, c'est juste pour une ou deux scènes. Pour les autres personnages, bon, comme je disais, les personnages secondaires, il y a mettons, Ironhide pilote l'arche. Il fait rien, Ironhide, de toute la série. Il fait juste parler, quelques dialogues, mais il n'y a rien de tout ça. Prowl, Sideswipe, Mirage, Hound, assez inutile. Tu les enlèves du show, puis ça change absolument rien. Tu les aurais remplacés par n'importe qui. Ça me fait chier parce que dans Série Siege, tu avais quand même un peu plus de Mirage. Tu avais Mirage, puis Sideswipe qui était un peu exploité, tout ça. Prowl, un minimum. Mais ici, il n'y a pas grand chose. On oublie ça. Il dit deux trois dialogues à part de ça. À un moment donné, on les voit tirer avec le lance-roquette d'épaule, On puis Mirage. Mais bon, à part de ça, wow. Sinon, à part de ça, quoi d'autre? Pour les nouveaux personnages, ouais, j'avais parlé de Skylinks. J'ai pas parlé du Quentinson, pour le Quentinson. Mais il y a aussi Scorponok. Scorponok, qui est son dernier de sa race. Donc, c'est le dernier scorpion des Bulons, mettons, c'est ce qu'ils disent. Scorponok, à un moment donné, il y a un discours assez intéressant. Parce que il parle à un moment donné que les Transformers se sont rebellés contre les Quentinson, leur créateur, tout ça. Puis ils disent, ouais, vous êtes peut-être rebellés, mais aujourd'hui, vous battez encore. C'est quoi qui a changé? J'ai trouvé ça vachement intéressant. Sérieusement, Scorponok, c'est comme le gros boss, pas de la série, mais genre, on va dire, la saison, ben, pas la saison, mais l'épisode 3 et 4. L'épisode 5 qui est pas là. L'épisode 3 et 4, c'est vraiment le gros boss de la saison, mais en même temps, il est juste là pour 2 épisodes. Un peu spécial. Il y a une chose que je détestais, c'est qu'à un moment donné, ils se transforment et les Autobots se sauvent de l'endroit qu'ils sont dans une grosse salle, mettons, avec un générateur. Et ça prend 30 secondes pour sauver de 5 mètres, là, mettons. Là. Fait que t'as même un figurant qui apparaît pour se faire pogner puis se faire pitcher à l'arrière de Scorponok, genre, tellement tu as un figurant Cog, là, parce que oui, Cog a une couple de figurants. Et c'est assez cheap. C'est pour pogner aussi Bumblebee. Il essaie de créer une tension. C'est cheap. J'embarque pas dans ce genre de séquence-là. Je trouve ça trop exagéré. Puis je suis sûr que je suis pas le seul qui pense ça de même. Un figurant Coq se fait prendre en ce que je viens de dire. Et j'ai oublié plein de choses. Euh, ben, la fin, admettons, de l'histoire sur Cybertron, Ita 1 qui dirige extrêmement bien les Autobots. Sérieux, je suis pas quelqu'un de féministe, mais Ita 1, je l'adore. Avec Chromia, sérieusement. Ils font pas un duo, mais Ita 1, c'est vraiment un personnage complexe, assez intéressant. À un moment donné, ils se font capturer aussi un peu au début de la série. Puis ils sont libérés, bien entendu, comme d'habitude. C'est surtout, admettons, le plan de Megatron, que lui, c'est de prendre tous les Decepticons, pas tous les Decepticons, mais prendre euh, tous les Transformers, on va dire, qui servent à rien dans l'armée des Decepticons, et drainer leur énergie pour le projet de Nemesis, qui, bien entendu, le projet de Nemesis, ça n'a aucun rapport avec Nemesis Prime, c'est bien entendu le vaisseau de Nemesis, qui sort du ciel, qui est une mise en scène assez belle, mais qui est comme. Mais ça
c'est bizarre. C'est bizarre. C'est juste bizarre de montrer ça, un vaisseau qui sort du ciel, parce que ça va prendre énormément d'énergie. Le fer qui tient dans le ciel de Cybertron, il descend des nuages, tout ça. C'est beau comme image, mais il n'y a aucune logique là-dedans. En même temps, c'est un plan de Shockwave, ça devrait être plus logique. J'ai pas trop parlé de Shockwave. Shockwave, c'est carrément l'antagoniste principal d'Elite 1 à la fin de la série. Il devient invisible comme Mirage, avec aussi un petit groupe de Decepticons, dont Spinisters, qui on l'a vu mort dans une scène supprimée de Siège, mais qu'ici on l'a encore vivant, ça a de l'air. Et aussi Flower qui se fait buter. Et sérieux, voir les Decepticons virer invisibles, ça change la donne en sacrament, là, sérieusement, de la série, parce qu'ils se font pogner, justement, les Autobots. Et ça finit sur un cliffhanger sur Cybertron qu'il avait installé les explosifs, tout ça, et ça fait sauter la reine. Et Lita 1 est à l'intérieur. Chromia, elle se transforme. C'est la première fois qu'on voit Chromia se transformer. Je dois quand même le mentionner dans la vidéo que Chromia se transforme. Parce que oui, les transformations, il y en a très peu dans la série, tu sais, encore comme dans la série Siege. Et Chromia se transforme et se sauve. Et on voit le sol exploser. Et on voit qu'elle se transforme avec toute la flamme, mais qu'on ne sait même pas si elle survit. S'ils survivent, c'est assez évident que ça va être grâce à Jetfire avec son mode jet. Parce que sur le jouet, il y a des poignées. Ils vont sûrement mettons, être sur le dos de Jetfire, si, mettons, les survivants, tout ça. Puis t'as aussi un Decepticon qui est mis en avant-plan, qui nom de Scrapface, qui se vend avec justement la gamme Netflix, qui est un Decepticon qui s'en va sauver justement ces Autobots-là à un moment donné. Ça, je l'aime bien. Puis c'est le genre de Decepticon qui va clairement se sacrifier si il est pas mort à la fin. Sinon, à part de ça, je pense que j'ai quand même fait le tour. Ouais, j'ai fait un pas pire résumé. J'ai dit que les scènes d'action, il y en avait un peu. Moi, j'ai dit ça dans le sens spoiler. Bon, c'est à peu près ça. Je vais revenir dans un futur podcast. Et bien entendu, la mise en scène. Alors, pour les idées de mise en scène, il n'y en a pas beaucoup. J'ai parlé du Nemesis sort du ciel, c'est juste une belle scène. La mise en scène qui m'a vraiment plus flashé, c'est celle avec les Quantenson. Les Quantenson, bien entendu, sont ceux qu'on connaît avec 5 têtes. Au début, on fait un peu comme à l'époque de G1, comme dans le film de 86, on voit les têtes tourner. Et à un moment donné, la caméra, à place de voir les têtes tourner, elle suit les têtes qui tournent. Donc, tu as une mise en scène assez intéressante, et ça, j'ai trouvé ça splendide. C'est vraiment cool. Et aussi, les Quantenson, un des Quantenson, c'est Thaddeus, je crois, c'est comme celui qui a cru aux Transformers, qui a donné une chance aux Transformers de se libérer de leur chaîne. Je crois que c'est lui. Ben, le TDS représente les 5 têtes, là, les 5 facettes de sa personnalité. C'est ce que j'ai compris avec les Quantenson. Il coupe la tête des 4 autres Quantenson avec justement un pistolet laser, le mec qui vend avec, avec justement le jouet Hot Rise. Et j'ai trouvé ça vraiment comme oh, on est rendu loin. Là. C'est quasiment limite horreur. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Vraiment, là, c'était intéressant pour montrer que c'est un antagoniste vraiment méchant. Et bien entendu aussi, il peut contrôler les corps comme celle de Double Dealer à la fin de la série. Parce que Double Dealer, il y a un vaisseau, c'est un beau vaisseau, sérieux, j'aimerais ça le faire en 3D. Il y a un vaisseau, justement, des mercenaires, puis les mercenaires, ben, ils sont contrôlés par, justement, le Quantenson, qu'on sait même pas s'il meurt. Il tue Cog, puis il s'en va dans le vaisseau, un peu plus loin, mais on sait pas si c'est crashé, mais on sait que le vaisseau a explosé, là, mais on sait pas s'ils sont encore vivants. Personnellement, j'espère que les Quantenson sont encore vivants. Je trouve ça intéressant, un Quantenson qui coupe la tête des 4 autres. Je trouve ça vraiment... Ça, j'avoue, là, ça pourrait être vraiment un bon antagoniste pour la finale de Kingdom, mettons. Sinon, on a une caméra qui reste sur Scorponok. Puis quand je dis c'est pas un point of view, une caméra du point de vue de, mettons, sa tête, tout ça, c'est une caméra qui reste... la première fois qu'on voit Scorponok, le scorpion au grand complet, on a une caméra qui reste sur Scorponok dans le sens, c'est 10 secondes avec un visuel de Scorponok qui se bat à gauche puis à droite. Ils l'ont fait 2 fois. C'est pour sauver de l'argent, c'est clair. Puis je pense que la deuxième fois, c'est quasiment la même caméra qui est comme assez éloignée de Scorponok, mais du point de vue de l'avant. Fait que, écoute, ça offre une bonne scène d'action, pareil. Je pense que ça va, on peut conclure là-dessus. Pour ce qui est de la fin, bien entendu, la fin, les 30 dernières secondes sont incroyables. On a le vaisseau des mercenaires qui explose et
on voit les débris rentrer dans l'atmosphère de la Terre. Mais quand ils explosent, ça fait une genre d'explosion on peut dire temporelle. Fait qu'on sait pas s'ils retournent dans le passé, là, qui sont, mettons, ils ont débarqué des années 80 sur Terre, puis qu'ils ont mettons, l'explosion, en fait, qui sont revenus dans le passé, dans le temps des dinosaures, ou on sait pas trop s'ils ont débarqué à l'époque de préhistorique, puis l'explosion du vaisseau de mercenaires, ben, c'est juste une explosion nowhere, là, tu sais, ça, rien de plus, rien de moins. En tout cas, justement, on voit l'arche qui est sur Terre, après que les débris ont tombé. On voit bien entendu aussi Dinobo, avec ses optiques qui changent on dit, de yeux de raptor à yeux de robot, avec justement le reflet de l'arche dans son œil. Et c'est la fin. Et c'est magnifique. Les textures de la jungle. Et wow! Mais wow! J'ai hâte à Kingdom. J'ai hâte à Kingdom pour voir toute, admettons, l'évolution de Beast Wars. Tu sais, Beast Wars 25 ans plus tard. J'ai hâte de voir ça. Fait que c'est à peu près ça pour cette critique. Comme je dis, pour la troisième fois, il va y avoir un podcast d'ici 3 semaines avec mon équipe. Hashtag Fanfarmer, fait que abonnez-vous si ça vous intéresse. Je vais réécouter la série, j'ai écouté justement en VF. J'ai quand même hâte d'écouter en VO. Par contre, je ne l'écouterai pas d'ici quelques jours. Là. Je vais me mettre la tête reposée. J'ai essayé de pas trop analyser la série pendant que je l'écoutais. Je l'ai quand même apprécié. Puis je vais juste revenir. Oh non, oh non. Non je voulais rajouter quoi sur l'exploitation entre Optimus et Megatron. Mais je vais rajouter quelque chose. On a l'énergon qui est rose, bien entendu les cubes d'énergon, tout ça. Mais des fois, tu sais, Megatron il a reçu un moment donné un poteau dans le torse. C'est carrément rose. Puis t'as l'énergon rose qui tombe au sol. Et ça devient rouge, comme les êtres humains. Donc, c'est encore un indice pour humaniser de plus en plus les Transformers. Et ça, j'adore ça. Fait que, on va conclure là-dessus. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette critique-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.